Les climats de Bourgogne seront-ils inscrits au patrimoine de l'UNESCO? La décision sera rendue ce week-end à Bonn, en Allemagne. Et pour suivre cet événement, Muriel Bessard et Cécile Claveau sont sur place. Elles nous expliquent tout sur les climats et sur les chances du dossier bourguignon. Bonjour, c'est dans ce bâtiment juste derrière moi qu'a lieu cette 39e session du comité du patrimoine mondial, au cours de laquelle vont être examinés 38 dossiers pendant 3 jours, parmi lesquels le dossier bourguignon, un dossier qui sera défendu par l'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. On va le retrouver dans un instant pour qu'il nous explique comment ça va se passer, mais tout de suite je vous propose de revoir cette notion assez complexe des climats du vignoble de Bourgogne. Les climats en Bourgogne, c'est d'abord cela, une mosaïque de parcelles de vignes, héritage de 2000 ans de tradition viticole. Ces parcelles ont tout un point commun, elles portent un nom, souvent depuis le Moyen-Âge. Ces lieux-dits ont aussi tous des délimitations bien précises qui n'ont jamais changé depuis des siècles, même si elles ne sont plus toujours visibles, comme l'explique Aubert de Vilaine, sur ces terres prestigieuses de la Romanée-Conti. Si on va en sous-sol, c'est là où on va voir des différences très nettes d'un climat à l'autre, au niveau de la profondeur du sol, au niveau de la capacité à drainer, du type d'argile, au niveau de la quantité de roches. Donc vous avez là une multitude de différences dont l'homme a su se saisir en fait, et y faire des vins avec le même cépage, c'est très important, le même cépage traducteur en fait, des différences entre ces différents climats. Chaque climat est le produit d'une subtile alchimie entre la nature et un savoir-faire ancestral. Le Clos de Bèze est l'un des plus anciens de Bourgogne, connu depuis le 7e siècle. Erwan Fevlet fait partie de la dizaine de propriétaires qui se partagent aujourd'hui cette parcelle et la cultivent, un peu comme on garde un trésor. On y apporte bien sûr un soin particulier, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de viticulture. Il n'y a pas une viticulture ultra luxe et une viticulture moins luxe pour les autres parcelles. La viticulture est sensiblement la même partout, mais malgré tout cela, le vin qui est produit ici est extraordinaire. Illustre ou moins connu, dans la zone concernée par l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, plus de 1200 climats se succèdent sur une bande d'une 60aine de kilomètres le long des côtes de Nuits et de Beaune. Philippe Lalliot, vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer demain ou après-demain dans l'hémicycle pour la candidature des climats de Bourgogne? Comment ça va se passer concrètement? Alors l'examen lui-même interviendra dimanche matin en principe si tout fonctionne correctement. On peut avoir un peu de retard ou un petit peu d'avance, mais normalement c'est prévu pour dimanche matin. Et la décision sera soumise aux 21 membres qui siègent au sein du comité et c'est à eux de prendre cette décision. Il y a des discussions pendant cet examen? Il y a des discussions, bien sûr, où elles peuvent être très nourries. Ça dépend un petit peu de la nature des dossiers. Certains sont un peu conflictuels et on peut y passer des heures, d'autres passent plus rapidement. Est-ce que tout est joué d'avance quand on commence à discuter, à examiner un dossier dans l'hémicycle? On essaie de préparer autant que possible la discussion au sein de l'hémicycle, de façon qu'elle se passe le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Et donc il y a tout un travail qui se fait en amont pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et dans le cas de certains dossiers pendant plusieurs années pour préparer ce moment un peu critique et dont on espère qu'il se passe bien. Quelles sont les chances des climats de Bourgogne d'obtenir une inscription? L'avis rendu par les experts est très positif. Il valide l'essentiel du dossier, mais il conclut à un renvoi, c'est-à-dire à la possibilité offerte à l'État de représenter le dossier sans le modifier fondamentalement dans les 3 ans qui viennent. Nous pensons que le dossier mérite aujourd'hui et est mûr pour une inscription dès cette année. Et donc c'est cette marche qu'il faut qu'on franchisse. Les observations faites par les experts portent sur 2 points de détail qui sont essentiellement de nature juridique et qui concernent les mécanismes de protection du site. Les experts estiment que toutes les protections ne sont pas en place et nous estimons que toutes les protections sont en place. Et donc il y a tout un travail juridique et technique qui a été fait auprès de mes homologues qui siègent au sein du comité, auprès de leurs experts également, pour les convaincre en effet que toutes les garanties sont aujourd'hui prévues, en place, efficaces, et qu'il n'y a donc aucun obstacle à ce que la Bourgogne rejoigne la liste prestigieuse du patrimoine mondial. Merci Philippe Lalliot. Merci à vous. Je crois que si les climats sont inscrits, ce sera le 3e vignoble inscrit à l'UNESCO. Le premier, c'était Saint-Émilion, c'était en 1999 et nous sommes allons voir avec quelles conséquences. L'église de Saint-Émilion et quelques pieds de vigne. Une image, un symbole, une réalité.
Car le village est sans doute un des plus connus au monde, grâce à son vin, son architecture et depuis 16 ans, son label Patrimoine mondial de l'humanité. Ce qui est inscrit à l'UNESCO, c'est cette alliance du bâti et du non-bâti. C'est-à-dire que vous avez aussi bien les chais, les maisons de maîtres, que les maisons de vignerons, les cabanes de vigne, mais aussi tout ce qui est non bâti. Donc, premièrement, le vignoble, mais également la Dordogne qui borde le territoire de la juridiction sur une dizaine de kilomètres. Au départ, tout est parti d'un homme, le maire de Saint-Émilion de l'époque. Il porte un premier dossier sur son seul village, qu'il élargit ensuite à 8 communes alentours et en quelques mois l'affaire est bouclée, l'inscription obtenue, le début d'une nouvelle aventure. Pour nous, ça a été tout à fait bénéfique parce que ça a fait prendre conscience aux habitants de ce territoire qu'ils avaient un patrimoine que l'humanité entière regardait. Conséquence, les acteurs locaux, élus, services de l'État, responsables viticoles et touristiques ont dû travailler ensemble en créant notamment des documents d'urbanisme communs avec des règles imposées à tous. C'est sur la volumétrie du bâtiment, c'est sur faire en même temps que l'on dépose un permis de construire, un volet paysager. Le bâtiment qui va s'implanter au milieu d'une propriété, et bien comment on peut arborer autour, comment il peut s'insérer dans le paysage. Et cela vaut également pour les vignes et les châteaux, car ici 85% des habitants vivent directement ou indirectement de la viticulture. On a mis en place au niveau du Conseil des vins de Saint-Émilion une commission sur les paysages. Voilà, cette commission sur les paysages, c'est une réflexion commune, un brainstorming là, que les vignerons ont ensemble. Et dès qu'on veut et qu'un vigneron doit changer quelque chose dans son exploitation, tant sur modification d'une parcelle de vigne qu'un bâtiment, voilà, la commission sur les paysages va in situ vérifier et l'aider et le conseiller. Concrètement, pas question de faire n'importe quoi ici. Pas de panneaux publicitaires dans les vignes, pas de murets en béton, les arbres sont préservés. Mais cela n'a pas empêché de grands domaines d'innover. Comme le château La Dominique qui a fait appel à l'architecte Jean Nouvel pour son chai, ou comme le célébrissime château Cheval Blanc juste à côté. Quand on a eu le dessin de Christian de Porzampar et la maquette, nous l'avons présenté. Nous les avons présentés à l'architecte des Monuments de France, nous l'avons présenté à la mairie. Et tout de suite, quand ils ont vu ce dessin, ils ont tout de suite été conquis. Il y a eu quelques petites choses qui ont été modifiées, mais ce qui était important pour nous, c'est de ne pas s'opposer à ce château 19e, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas être une masse plus haute. Donc ça a été tout de suite accepté. Ces bâtiments prestigieux sont cependant des exceptions, car Saint-Émilion, ce sont surtout des châteaux familiaux et plus modestes. Mais ils sont la preuve d'une évolution possible. Une évolution qui semble aujourd'hui acceptée par tous. Certes, les touristes sont plus nombreux, mais la fréquentation est stabilisée. Certes, les prix des terres et de l'immobilier sont élevés, mais ils l'étaient déjà avant. Seul bémol peut-être, l'intérêt accru des investisseurs pour ce terroir viticole d'exception. C'est dans cet hémicycle que vous voyez derrière moi que sera évoqué le dossier des climats du vignoble de Bourgogne. Ce sera a priori dimanche matin, juste avant un autre dossier concernant un autre vignoble français, celui des coteaux, maisons et caves de Champagne.